Le problème dans l'immobilier, c'est que ça peut très vite tourner au désastre. Très très vite. Pour moi, quand on peut investir dans l'immobilier, il faut le faire. Franchement, tu touchais le mur, je pouvais prendre ta douche direct avec. Parfois, il y a des artisans qui donnent même pas suite. Donc, tu as fait un virement, tu n'as plus de nouvelles. Le professionnel lui donne la mauvaise nouvelle. Il va devoir dénuder entièrement l'immeuble et déloger tous ses locataires. Ah ouais. Bonjour Raphaël, bienvenue dans C'est pas trop tôt. Je suis super content de t'accueillir aujourd'hui pour aborder le thème de la bonne affaire en immobilier. C'est quelque chose que je pense beaucoup de nos auditeurs cherchent. Il y en a qui passent toute leur vie à la chercher sans jamais la faire. Et je trouve ça hyper pertinent que tu sois là aujourd'hui pour en parler. Parce que pour te présenter rapidement, tu es le cofondateur d'Investir dans l'Ancien, qui est une société d'investissement clé en main. Donc tu accompagnes des investisseurs pour réaliser leur investissement immobilier locatif. Donc voilà, tu es professionnel, tu vois énormément de cas, tu vois beaucoup de gens et donc tous les jours aussi tu essayes de trouver des bonnes affaires. Donc voilà pourquoi je pense que c'est vraiment hyper intéressant de t'avoir aujourd'hui. Est-ce qu'un peu avant tu peux peut-être développer un peu ce que c'est rapidement, ce que c'est Investir dans l'Ancien et comment vous accompagnez vos clients? Donc Investir dans l'Ancien, c'est une société d'investissement locatif clé en main. Du coup, on va épauler nos clients dans la recherche d'un bien immobilier locatif partout en France. Donc, on va pouvoir chercher des bonnes affaires dans toutes les plus grandes villes de France. On va établir un budget avec nos clients et on va s'occuper vraiment de la recherche jusqu'à la gestion locative, donc en passant par les travaux, l'ameublement et tout ce qui va servir pour l'investissement du bien. Ok, d'accord. Donc, vous accompagnez vraiment les investisseurs pour trouver un investissement rentable et donc pour trouver la bonne affaire. C'est ça, exactement. Aujourd'hui, Investir dans l'Ancien, ça fait 6 ans qu'on existe. On a un réseau de plus de 10 000 professionnels de l'immobilier partout en France qui nous font confiance, avec qui on a pu faire plusieurs affaires et qui nous appellent régulièrement pour nous envoyer des bonnes affaires en off-market avant de les publier ou partager au réseau secondaire qui va être les plateformes immobilières qu'on connaît aujourd'hui. Donc, qui c'est en fait en gros ces experts, ça va être des notaires, des huissiers, des chasseurs locaux qu'on a pu rencontrer et qui, voilà, eux qui connaissent le terrain de leur ville, qui sont nés dans ces villes et qui connaissent ces villes mieux que personne parce qu'ils ont vécu toute leur vie là-bas. Une vraie connaissance terrain. Exactement. Après, c'est des agents immobiliers aussi avec qui on a travaillé, qui nous font confiance et qui ça bien passé. Parce qu'un agent immobilier, lui, ce qu'il veut, c'est vendre. Hein. Donc, il veut avoir un acquéreur qui va aller jusqu'au bout, qui est finançable et qui est sérieux. Et aujourd'hui, on arrive à amener ce type d'investisseurs qui vont aller jusqu'au bout et qui vont savoir ce que c'est une bonne affaire. On va leur expliquer comment ça fonctionne une bonne affaire et comment aller jusqu'au bout et s'occuper du reste des travaux, de la location, de la gestion. Ça marche, super intéressant. Pour introduire un petit peu le sujet d'aujourd'hui, on va faire un vrai faux qui va permettre de donner un avant-goût à nos auditeurs de ce dont on va parler dans la suite de l'interview. Et on pourra développer après dans la suite de cet épisode chacun de tes vrais faux. Est-ce que tu es prêt ? Je suis prêt. Super. Alors, investir dans l'immobilier, c'était mieux avant. Faux. Le marché de l'immobilier est grippé, plus personne n'achète et plus personne ne vend. Faux. L'immobilier français est mort. Faux. Une bonne affaire, c'est acheter un bien en dessous du prix du marché. Oui et non. La bonne affaire en immobilier est une légende. Faux. Une grande majorité des investisseurs immobiliers ne font jamais de bonnes affaires. Vrai. Ah, bon, on a eu un vrai. On a eu pas mal de questions faux. Normalement, j'essaie de faire moite-moite. Bon, je me suis un peu loupé. Mais ok, intéressant. Bon, t'as pas botté en touche à part pour une seule, mais du coup, tu vas peut-être pouvoir développer un peu. T'as eu un oui et non, quand même. Ouais, exactement. Avant de commencer sur la bonne affaire, je pense qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui se posent la question avec le contexte actuel de est-ce que c'est tout simplement un bon moment au-delà de la bonne affaire pour investir dans l'immobilier. Je pense que les questionnements, elles sont aussi... c'est logique parce que on a quelques chiffres, mais tu as des taux d'intérêt qu'on fait quasiment x4 en 2 ans. Tu as des transactions au global qu'on fait moins 30%. Et tu as les prix qui ont fait moins 11% en un an si on prend net d'inflation. Si on prend inflation prise en compte. Donc c'est quand même conséquent. Est-ce que pour toi, c'est quand même un bon moment d'investir dans l'immobilier ? Alors... Oui, c'est un bon moment pour investir dans l'immobilier. Je vais vous dire pourquoi. Il y a des taux qu'on fait x4
il y a beaucoup moins d'acquéreurs aujourd'hui. Il y a beaucoup de moins de gens qui sont savables pour investir dans l'immobilier. Mais en tout cas, celui qui peut investir dans l'immobilier aujourd'hui et celui qui a envie d'investir dans l'immobilier aujourd'hui, il peut faire une très bonne affaire ou des très bonnes affaires parce qu'aujourd'hui, il y a moins de personnes sur le marché. Aujourd'hui, un acquéreur, le marché s'est retourné. Avant, c'était le vendeur qui avait le dernier mot. Aujourd'hui, c'est l'acquéreur qui a le dernier mot. Donc aujourd'hui, on peut négocier. On a le temps quand même de réfléchir. Quand les taux étaient à 1%, avant de visiter le bien, il fallait savoir si on voulait l'acheter. Ou en arrivant, on faisait la queue comme quand on était locataire pour acheter un bien à Paris. Donc on était 20, fallait se positionner très très vite, fallait avoir le bon financement ou acheter sans caution suspensive. Aujourd'hui, une bonne affaire, on peut la négocier, on peut même trouver un bien sur le marché ou un bien par nos partenaires qui n'est pas une bonne affaire et la transformer en bonne affaire. On peut négocier dur et aujourd'hui, il y a plusieurs leviers pour négocier. Bon, déjà, le prix au mètre carré qui est trop élevé, ça on a parlé, c'est ça la bonne affaire, mais il y a aussi les travaux à budgéter. Donc un bien qui est rangé, aujourd'hui, il va devoir être rénové pour améliorer la note énergétique. Donc voilà, il y a plusieurs travaux à prévoir pour améliorer cette note. Et ça, c'est des travaux qui sont obligatoires. Donc ça, on va pouvoir négocier. Et après, vérifier, bien sûr, quand c'est une copropriété, l'état de la copropriété, où on en est, et les travaux à prévoir. Donc aujourd'hui, oui. C'est un bon moment pour investir dans l'immobilier, mais ça dépend où et le levier de négociation. Parfois, on voit des biens qui traînent sur le marché depuis 6 mois. Et au bout de 6 mois, enfin, il arrive au bon prix. Et le jour où il est au bon prix, il est vendu dans la semaine. Donc en gros, faut quand même connaître son marché, voir un peu les biens qui traînent. Et parfois, il arrive au bon prix et c'est là où il faut dégainer, quoi. J'ai une question, vous êtes lancé après il y a 6 ans, tu l'as dit, donc le contexte était complètement différent, des taux vraiment très bas, donc tu l'as dit, plutôt le pouvoir dans la main des vendeurs. Et pourtant, vous êtes quand même lancé à cette période-là. Est-ce que ça veut dire que c'était aussi une bonne période? Et est-ce que surtout ça veut dire qu'en fait, il n'y a pas vraiment de contexte où c'est jamais bon d'investir dans l'immobilier? Pour moi, quand on peut investir dans l'immobilier, il faut le faire. Donc, c'est quoi pouvoir? C'est déjà avoir l'envie, parce que quand même, c'est des démarches. Même si on est accompagné avec nos services, c'est des démarches de le faire. Faut avoir un peu d'apport, faut avoir un financement solide, donc avoir un CDI ou avoir les capacités financières pour pouvoir le faire. Donc, à ce moment-là, quand on peut le faire, faut se lancer. Et si on a envie de se lancer sur plusieurs opérations, il y aura plusieurs marchés. Donc en gros, je me suis lancé il y a 4 ans. J'ai connu le marché à 1%. Aujourd'hui, je vais connaître le marché à 4%, qui est totalement différent, mais où on peut toujours faire des bonnes affaires. En fait, avant, on achetait plus cher, mais avec des taux bas. Aujourd'hui, on achète moins cher avec des taux plus hauts, mais on va pouvoir renégocier son taux le jour où ça va rebaisser. Donc en fait, aujourd'hui, j'achète un bien qui est pas cher, avec des gros travaux que j'aurais rénové énergétiquement. En fait, j'aurai un bien au goût du jour que j'aurais payé finalement pas cher avec un taux élevé. Mais le jour où je pourrais le baisser, en fait, finalement, j'aurais une super affaire. Et là, le moment où je devrais l'arbitrer, c'est-à-dire le revendre au bout de 10, 15, 20 ans, là, j'aurais fait une grosse plus-value et je pourrais me lancer sur d'autres projets. Même peut-être, je me serais même lancé sur d'autres projets. Donc, en fait, c'est ainsi de suite. D'abord, on en fait 1, 2, 3, 4. Et en fait, quand on a compris comment ça fonctionnait, on a envie d'enchaîner les opérations. Et quand on a des opérations qui sont neutres, autofinancées ou même avec du cash flow positif, ça, on en fait une tonne. Même aujourd'hui, avec des taux qui sont élevés, les banques, elles nous suivent. Et surtout, c'est comme le sport. Au début, on s'y met, c'est un peu dur. Et après, on a envie d'enchaîner. Et toi, tu as investi aussi à titre perso. Tu préfères investir maintenant ou il y a 3 ans? Moi, j'ai commencé quand j'avais 20 ans. Donc, les taux étaient dans les 2%. J'ai commencé, comme tout le monde, à côté de chez moi, à investir dans une zone que je connaissais. J'avais envie d'investir, ça me faisait très peur, comme tout le monde. Et j'ai investi en famille dans un petit studio à Paris. On a fait quand même 50% de plus-value en faisant 0 travaux en 10 ans.
Je savais même pas que c'était une bonne affaire. Hein. Pour moi, c'était un bien intéressant. J'avais regardé le prix au mètre carré. Je trouvais que c'était bien. J'ai toujours trouvé des locataires. Dès qu'il y en a un qui partait, j'en trouvais un autre le lendemain. Je louais au prix de marché. Voilà, j'ai eu des travaux de copro, tout ce qu'il faut dans un bien qui vit en gros. Et je l'ai vendu au moment où les taux étaient à 1%. Pas par opportunité spécialement en fait. C'est parce que j'avais besoin de cet argent pour acheter ma résidence principale et commencer plusieurs opérations immobilières. Okay. Donc c'était de l'arbitrage en gros, hein, au bout de 10 ans. Et c'est là où je me suis rendu compte que finalement l'immobilier, ça peut être quand même très très puissant. Parfois on ne sait même pas qu'on fait une bonne affaire et en fait on fait une grosse plus-value. Donc quand on a le mindset de se dire je vais faire une bonne affaire, je vais faire un beau cash flow, un reporting détaillé, quelque chose vraiment un peu plus rigoureux, là on peut vraiment passer sur plein d'opérations et devenir rentier sur plusieurs années, c'est possible. Ouais, quand tu dis qu'il y a même des gens qui n'ont pas vraiment approfondi le sujet, qui font des super belles opérations en immobilier, pas j'ai envie de dire par hasard, mais parce que c'est un investissement qui est tu peux facilement comparer le prix au mètre carré, etc. Mais alors tu te dis, si vraiment tu ponces le sujet et que tu le travailles énormément, tu peux vraiment faire de belles choses, quoi. J'ai un exemple là qui me revient. On a une cliente qui nous a appelé, dit voilà, j'ai un local à Marseille, j'ai acheté il y a 15 ans. C'est vrai qu'au prix au mètre carré, c'était un peu cher il y a 15 ans. Tout d'un coup, la rue est devenue piétonne. Et en fait, c'est devenu l'une des meilleures rues de Marseille pour son local commercial. Et le loyer est passé de 900 € à 1600. Ah ouais. Donc en fait, on est passé d'une renta qui était à 6-7%, qui est pas mal pour le centre de Marseille, à plus de 10%. Ouais. Donc tu vois, il y a des surprises. Tu vois, parfois tu as des surprises comme ça dans l'immobilier, c'est incroyable. Ouais. Parce que les quartiers ils bougent. Donc quand tu connais bien tous les quartiers, tu vérifies quel type de travaux il va avoir, quel type d'urbanisme la mairie va changer. Finalement, tu peux faire des super opérations dans tout type de ville et vraiment dans tout type de secteur. Vraiment, ça tout. C'est vrai qu'on peut se dire quand on écoute, regarder les futurs projets. Enfin, en tout cas, peut-être que quand on regarde beaucoup de choses IMO, c'est un peu le truc classique. Mais pour des personnes, on va dire lambda, qui s'intéressent pas trop, qui ont peut-être hérité du local commercial ou etc., il y a très peu de gens qui vont regarder est-ce que la rue elle va devenir piétonne ou des choses comme ça. Et donc tu peux vraiment, juste en allant regarder les infos qui sont données par la mairie, parfois qui publient des projets. On a beaucoup parlé des projets cœur de ville dans certaines villes. Tu peux vraiment faire des bonnes affaires en te renseignant tout simplement. Généralement, quand tu as déjà le bien, tu ne regardes pas. Ouais, c'est ça. C'est quand tu vas acheter que tu te poses toutes ces questions. Exactement. J'ai une dernière question sur la partie plutôt contexte qui peut, je pense, un peu inquiéter les investisseurs. C'est la partie réglementation, fiscalité qui est en train de pas mal bouger en France. Donc, il y a eu un sujet sur le Airbnb. Là, il y aura peut-être un sujet sur le LMNP, la LMNP. Qui pourrait être tout simplement supprimé. Et en fait, les revenus de la LMNP seraient considérés comme des revenus en location nue, donc beaucoup plus fiscalisés. Est-ce que pour toi, c'est quelque chose qui va arriver ? Et si oui, est-ce que c'est quelque chose qui est quand même gérable et qui ne rendrait pas obsolète finalement l'investissement immobilier ? Alors, on en parle, pour l'instant, c'est pas acté. Ouais. Donc, on ne sait pas. Comme le Airbnb, hein. Finalement, le Airbnb, il y a encore plein de villes où les gens investissent en Airbnb. Par exemple, sur la Côte d'Azur à Cannes, on peut faire plein de Airbnb. On fait une demande sur la mairie, en 5 minutes, on a la réponse, dans son numéro. On peut le faire aussi à Rouen, par exemple, ça marche très bien. Trop bien. Après, ça dépend où, bien sûr. Hein. Mais voilà, il y a des villes où le Airbnb, ça marche très bien. On parle beaucoup, par exemple, des love rooms. Y a des secteurs où ça cartonne aussi, dans des petites villes, choses comme ça. Donc le Airbnb, aujourd'hui, ça marche toujours, mais c'est vrai qu'il y a des coins où il ne faut pas aller et des coins où il faut aller. Des coins où c'est plus pour la résidence principale, pour louer 3 mois, par exemple à Paris ou dans des villes de plus de 100 000 habitants. Pour la question LMNP, aujourd'hui, c'est un avantage fiscal très intéressant. Si on arrive à un abattement comme pour le nu, ça sera différent. L'immobilier, ça change tout le temps en fait.
Comme on le voit aujourd'hui, avec les taux, ça vit en fait l'immobilier, donc faut s'adapter. Et en s'adaptant, on trouve toujours des opportunités, des façons de faire. Si on peut plus investir en nom propre, on est au maximum fiscalement, c'est plus intéressant. On va se rabattre sur une ACI, on peut se rabattre même sur des sociétés. Donc, il y a toujours quelque chose à faire. Quand on est bien accompagné, avec Investisseurs en Scène, nous, on a l'habitude. On a des comptables, des avocats avec qui on travaille. Et on est toujours mis au goût du jour pour savoir comment bien optimiser ses revenus et avoir le minimum d'imposition sur des opérations avec travaux, sur le long terme. Et généralement, ça se passe toujours bien, il n'y a aucun problème. Okay. Et quand on a compris cette façon-là, comment ça fonctionne, encore une fois, on enchaîne. Ça vous inquiète pas trop, du coup, de voir ces textes, ou quand même, on se dit que ça va être un sacré challenge? C'est toujours un challenge. L'entrepreneuriat, c'est toujours, faut réfléchir pour trouver l'opportunité pour aller de l'avant et trouver la meilleure façon de faire. Mais voilà, ça fait 6 ans qu'on fait ça et on fait que augmenter le nombre de transactions, satisfaction client, donc il n'y a pas de problème avec ça. Ok. Je pense aussi, après peut-être pour la LNP un peu moins, mais dans le sens où si forcément l'investissement immobilier devient moins intéressant, en fait c'est comme n'importe quel marché, ça s'autorégule aussi. Donc forcément ça pourrait impliquer une baisse des prix qui rendrait après l'investissement immobilier beaucoup plus intéressant, parce que si tu veux avoir la même rentabilité mais que la fiscalité t'impacte plus, du coup tu vas aller chercher, faut que tu aies un prix moins cher. Donc potentiellement ça peut aussi s'autoréguler et rendre toujours l'investissement immobilier intéressant malgré la location. Donc je pense que comme n'importe quel marché, on l'a vu, augmentation des taux d'intérêt, baisse des prix de l'immobilier. Il y a plusieurs exemples comme ça. Par exemple, pourquoi ça a baissé l'immobilier dans certaines villes et d'autres non. Par exemple, on a les travaux énergétiques, ça c'est national. On a les taux, pareil, c'est national. Et par contre, on a l'encadrement des loyers. Ça, c'est pas national. Ouais. Donc, il y a des villes, par exemple, j'aime bien prendre par exemple Lille, parce que c'est une ville où on allait beaucoup. On a moins d'investisseurs aujourd'hui. Parce que il y a l'encadrement des loyers. Aujourd'hui, les gens, en respectant ce prix au mètre carré, ou même Paris par exemple, on a une rentabilité qui est moins intéressante. Ok. Maintenant, on va passer vraiment sur notre cœur du sujet, sur les bonnes affaires. Est-ce que, du coup, je reviens un peu sur le vrai-faux, est-ce que pour toi, la bonne affaire, c'est un mythe ou c'est vraiment une réalité? C'est une réalité. La bonne affaire, elle existe. Nous, on en trouve tous les mois des bonnes affaires. Parce que on cherche partout en France. Okay. C'est vrai que si vous cherchez une bonne affaire dans 3-4 rues, ça va être compliqué de la trouver. Par contre, si on cherche dans une ville et sa périphérie, ou si on cherche dans 3-4 villes, ou même de façon nationale, là, les bonnes affaires, on va les trouver. Okay. Comment trouver la bonne affaire? On y viendra après. On en parle après. Avant j'ai une autre question avant de partir sur comment la trouver. C'est en fait, qu'est-ce que c'est, tout simplement? Parce que, est-ce qu'une bonne affaire, c'est juste acheter un bien en dessous du prix du marché? Est-ce qu'une bonne affaire, en fait, tu vas te rendre compte que c'est au long terme, c'est une bonne affaire parce que le prix a fortement évolué et en fait, tu avais acheté un petit peu au-dessus du marché, mais vu que le prix a évolué, tu as fait beaucoup d'argent. Est-ce que c'est parce que tu as une grosse renta, tu vas avoir 10-12% de renta et du coup, c'est une bonne affaire? En fait, c'est quoi? Une bonne affaire, mais il y a plusieurs critères. En gros, ça va être le prix au mètre carré, ça c'est sûr et certain. Si on paye un prix 2 fois plus cher, c'est sûr que c'est pas intéressant. Après, tout dépend. Si on achète sur la Champs-Élysées, là, il n'y a pas de prix. Ouais. Mais généralement, pour un investissement locatif, on va regarder le prix au mètre carré, on va regarder les travaux à prévoir, donc dans le bien, tout simplement. Donc des travaux de rénovation, de rafraîchissement, ce que je dois refaire la salle de bain, la cuisine, le sol, l'électricité. Après, cette rénovation énergétique, donc les travaux pour améliorer la note. Par exemple, c'est du G minimum à D, et ainsi de suite, pour arriver à minimum à D. Et on va regarder tout ce qui est travaux dans la copropriété. Ça, c'est quelque chose d'important, parce qu'aujourd'hui, on peut acheter un bien qui est pas cher facialement, en fait. Okay. Donc finalement on se dit c'est pas cher, avec les travaux ça va aller, mais finalement si on doit refaire la façade, la toiture, les parties communes, ça va faire beaucoup de dépenses supplémentaires. Donc ça c'est des choses à éplucher. On demande les 3 derniers PV d'Assemblée Générale et là on va regarder les dépenses à venir, qu'est-ce qui a été voté. S'il n'y a rien qui a été voté, super, là on est tranquille. Okay. Mais si on voit qu'il y a des sujets qui arrivent régulièrement sur la table, là, il faut commencer quand même à regarder ça de plus près et à budgéter. Donc, on peut demander au syndic et savoir combien ça va coûter avec sa quote-part et ses centièmes.
Ok. Et là, on peut savoir, en gros, calculer avec ce prix-là, soit déduire sur le prix d'achat, soit le prix super intéressant, on le rajoute en plus, ça va. Mais voilà, c'est des choses à vérifier, ça aussi, pour savoir si c'est une bonne affaire. Ok. Donc si tu devais définir une bonne affaire en 2 phrases, ça serait quoi exactement? Le prix au mètre carré, les travaux, la localisation. Ok. Parce que la localisation, on le dit tout le temps dans l'immobilier, c'est important quand même. Après, on n'est pas obligé d'être en cœur de ville pour avoir une bonne affaire, hein. On peut être dans une ville qui bouge, une ville qui change, une ville où il y a beaucoup d'opérations autour, où par exemple, je sais pas, il y a le tramway qui va venir juste à côté, un centre culturel, une école qui va amener des gens, un train, par exemple le TGV, qui va arriver plus rapidement, qui va être relié à Paris. Plein de choses comme ça qui vont changer la ville. Ok. Donc globalement, ce que tu dis, c'est le prix au mètre carré. Donc si j'achète forcément un prix au mètre carré qui est inférieur au prix au mètre carré, on va dire moyen de la ville, c'est que potentiellement je fais une bonne affaire. Mais est-ce que je peux quand même faire une bonne affaire si j'ai acheté au-dessus du prix moyen du mètre carré? Oui. Si on achète par exemple un bien en très bon état, les travaux ont été faits, on a une bonne note énergétique, il a été rafraîchi, il y a une belle décoration, parfois on a même les meubles, Ok. donc vraiment il n'y a rien à faire. La copropriété est en super état, même la rue est en bon Ouais. état, donc là vraiment on est au top quoi, en gros, donc il n'y a plus qu'à louer. Donc là c'est vrai que vous avez payé cher, ce qui est normal, vous avez zéro dépense à prévoir. Et si c'est une ville en plus qui a une augmentation des prix sur plusieurs années et qui continue à augmenter, là on peut y aller, il n'y a aucun problème. Ok. Donc, oui, je pense qu'en fait, ce qui est important, c'est de bien. Parce qu'en fait, c'est facile de dire, ok, je prends un mètre carré, je prends, je sais pas, je vais sur le meilleur agent, je regarde le prix moyen, je suis en dessous, trop bien, c'est une bonne affaire. C'est pas aussi simple que ça, Non. tu l'as expliqué. Parce que finalement, quand tu achètes ton bien, le prix au mètre carré, il faut que tu rajoutes les potentiels travaux que tu vas avoir, et potentiellement les dépenses que tu dois faire pour la rénovation énergétique, et des travaux à prévoir aussi dans la copro. Et donc ça, si par contre là, tu fais la somme de tout ça, et que tu divises par le nombre de mètres carrés, et que tu arrives à quelque chose qui est encore en dessous du prix moyen, là on peut se dire, j'ai la bonne affaire. Oui, c'est ça en gros. Mais du coup, le problème, c'est que les travaux qu'on va faire surtout dans son appartement, ça c'est quelque chose qu'il faut gérer, donc ça prend aussi du temps. Ouais. Est-ce que j'ai envie de le faire? Ouais. Est-ce que j'ai le bon artisan? Est-ce qu'il va me le faire à ce prix-là? Parce qu'un artisan, quand on n'a pas l'habitude de travailler avec eux, au début, il me dit c'est 800 € du mètre carré. Finalement, il va me dire ça, j'avais pas vu, ça aussi. Et il me rajoute et j'arrive à 950, 1000, Ouais. 1002. Hein. Et, parfois, ça augmente comme ça. Donc, faut être bien entouré. Connaître des bons artisans qui travaillent bien et qui vont respecter le prix donné. Aussi, quand on commence des travaux, avoir un cahier des charges. Alors dire voilà, je vais faire ça exactement et ne pas rajouter des choses. Parce qu'après, quand on rajoute, c'est normal que ça coûte plus cher. Ok, ouais, c'est clair. Du coup, j'aimerais aussi revenir un peu sur investir dans l'ancien rapidement pour te poser cette question qui est si je prends en compte, donc j'achète le bien, c'était en dessous du prix du marché, même en rajoutant les travaux, même en rajoutant le DPE, même en rajoutant les potentiels travaux dans la copro, je reste en dessous du prix moyen du marché. Et si en plus je rajoute la commission qu'investir dans l'ancien prend, parce que voilà, c'est votre modèle, vous prenez une commission sur le projet, est-ce que moi en tant que client, je vais quand même réussir à trouver des bonnes affaires avec vous, même en rajoutant cette commission? Oui, on envoie tous les jours des opportunités à nos clients avec notre commission investir dans l'ancien. Et c'est notre but en fait, trouver des biens en mettant toutes les dépenses. Donc on va mettre pas que nos honoraires, hein. Il y aura les honoraires investisseurs anciens, les frais de notaire, vous aurez aussi l'ameublement, les travaux. Ok. Toutes ces dépenses seront budgétées avec le prix d'achat. Donc c'est un prix global. Nous on réfléchit toujours prix global. Et là vous avez un prix au mètre carré. Donc en comptant tous ces frais ensemble, le prix au mètre carré sera toujours intéressant chez Investir dans l'ancien dans toute la France. Ok. Et ça c'est parfait pour ma prochaine question, qui est est-ce que, imaginons, je suis quelqu'un de lambda, je suis un peu intéressé par l'immobilier, mais pas tant que ça, j'écoute le podcast, et je me dis, moi, est-ce que c'est faisable? J'entends tout ce que tu dis comme processus, ça a l'air très compliqué. Est-ce que c'est quand même faisable de faire une bonne affaire seul? Alors oui, c'est faisable.
En revanche, ben voilà, il faudra quand même avoir beaucoup de temps libre. Ouais. Par exemple, je veux investir dans ma zone de chalandise à côté de chez moi, un quartier que je connais. Donc là, je vais devoir aller voir tous les agents immobiliers, scanner toutes les annonces immobilières, leur demander de m'envoyer les biens en premier, essayer d'avoir du off-market, dégainer rapidement si on a envie d'acheter, être disponible en journée, vérifier tous les PV d'Assemblée Générale, vérifier qu'il n'y a pas de travaux, avoir un bon artisan, être sûr voilà, un artisan qui fait au bon prix. Et là, on pourra avoir la bonne affaire. En revanche, voilà, si on veut même sortir de sa zone de confort et aller dans d'autres villes, parce qu'aujourd'hui, investir à côté de chez soi, on sait que c'est pas toujours le mieux. Si j'habite à Paris premier, c'est compliqué d'avoir un peu de rentabilité, même d'avoir d'autofinancement. Donc nous, chez Investisseurs à l'ancien, on a du réseau partout en France. Donc je veux investir au Havre, à Nancy ou à Marseille. Je ne vais pas pouvoir prendre le train, voir tous les agents immobiliers, ils ne vont pas me faire confiance. Ils vont même souvent pas répondre au téléphone. Donc aujourd'hui, c'est vrai que ça va être compliqué, mais oui, c'est possible. Faut aller prendre le train, passer ses week-ends, aller rencontrer, prendre le café avec eux, leur donner envie de travailler avec vous. Scanner H24 toutes les annonces et je pense que ça prendra plusieurs semaines, voire plusieurs mois pour bien connaître déjà toutes ces zones. Okay. Et à partir du moment où vous connaissez toutes ces zones, les prix au mètre carré, les travaux, des agents immobiliers qui vous font confiance et vous êtes prêt du coup à vous positionner rapidement et vous serez libre pour aller visiter et être sûr qu'il n'y ait pas de loups en gros. Okay. Là vous pourrez faire la bonne affaire. C'est aussi une bonne transition parce que tu as déjà commencé un petit peu à expliquer comment faire. Mais vous, est-ce que chez Investisseurs dans l'ancien, vous avez une recette magique pour trouver cette bonne affaire ? L'expérience. Okay. Ça fait quand même plus de 10 ans que je suis dans l'immobilier. Voilà, j'ai l'habitude de travailler avec tous les partenaires qui sont avec nous, des artisans, des agents immobiliers, des chasseurs, des notaires, des huissiers qui vont nous donner tous les documents nécessaires, vérifier le prix au mètre carré, la tension locative, s'il y a des choses intéressantes dans la zone. Par exemple, c'est bien de regarder par exemple dans la mairie s'il y a des nouveaux projets dans la ville. Et après, se documenter sur une ville s'il y a des changements. Par exemple, Rouen, Le Havre, il va y avoir le train qui va arriver, le TGV, donc il va réduire le temps de trajet et donc il va donner plus envie à des gens de vivre là-bas et qui va augmenter un peu le prix de l'immobilier. D'accord. De plus en plus d'investisseurs chez nous qui vont là-bas, par exemple. Voilà, ça, c'est un exemple de ville. Ok, d'accord. Oui, parce qu'en fait, ce que j'essaie de comprendre un petit peu, c'est qu'il y a différentes strates en fait dans l'analyse d'un bien. C'est-à-dire que d'abord, tu vas analyser potentiellement son marché. Donc après, il y a différents types de marchés. Il y a le marché de la ville, est-ce que la ville est dynamique, mais tu peux aussi aller plus précis, est-ce que le quartier est intéressant. Et après, tu vas aller plus en détail du bien, où tu vas regarder la copro, donc comme tu as dit avec les PV d'AG. Tu vas regarder les rénovations à faire, la tension locative sur le secteur en tant que tel. Et donc, c'est ces différentes strates que vous regardez à chaque fois pour trouver la bonne affaire. Alors nous, toutes ces villes-là, toutes les villes de France, ça, on a déjà travaillé là-bas. Okay. Donc, on connaît ces villes, on a nos partenaires, on connaît les projets qu'il y a dans chaque ville, on connaît tous les quartiers. Donc, on sait quel quartier il faut aller, quel quartier il ne faut pas aller. Après, les villes changent. Donc, il y a des quartiers où il ne fallait pas aller il y a quelques années. Aujourd'hui, on peut aller. Et des quartiers où il fallait aller, maintenant, il ne faut plus aller parce que c'est plus intéressant. Après, parfois, il y a une petite pépite qui sort dans un quartier intéressant. Donc là, on va le piocher, on va le prendre. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on connaît aujourd'hui. Okay, mais c'est vrai que quand on ne connaît pas une ville, nos clients, c'est humain, ils vont le faire. Je leur dis, investissez... Par exemple, dans tel quartier à Marseille, ils vont déjà regarder la ville. S'ils aiment Marseille, parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas Marseille. Ouais. Mais s'ils aiment Marseille, ils vont regarder la ville, les changements, le quartier et la rue. Okay, donc de plus en plus, on va prendre Google Maps et on va zoomer de plus en plus. Okay. Et là, on va se dire, OK, là, c'est bon, je peux aller. Et après, on va éplucher l'immeuble, en gros, et vérifier s'il y a des travaux et ainsi de suite. Okay.
et parfois même des mises en péril, des choses comme ça. Hein. Ouais, ok. Donc, il faut regarder, parce que Marseille, il y a beaucoup de mises en péril. Ah, d'accord. Et donc, par exemple, la rue d'Aubagne, Pour définir Je sais mise pas en si tu péril, peux. c'est. Voilà, il y a des fissures dans l'immeuble, des gros travaux à prévoir. Parfois, mise en péril, ça peut être un cage escalier qui est très détérioré, des choses comme ça. Ok, Et donc, du d'accord. coup, c'est des gros travaux à prévoir sur l'immeuble. Ok. Est-ce que quand vous recevez des biens, petit à petit, enfin voilà, vous en recevez, j'imagine, de façon assez régulière, est-ce qu'il y a des petits indices où vous sentez vous renifler à bonne affaire et quand il y a ces petits indices-là, tout de suite, il y a un petit voyant qui s'allume, vous vous dites, ok, là, ça sent bon, que potentiellement les gens pourraient réutiliser ou revoir dans leur expérience perso. En fait, on reçoit des centaines de biens par jour. Ok. Donc, c'est vrai que maintenant, on a l'habitude de scanner. Et c'est vrai que tout d'un coup, tac, on fait oh, celui-là est intéressant. Donc, ça peut être un quartier. On a l'habitude d'aller. On se dit, ah ouais, ce quartier, c'est vrai qu'en ce moment, c'est pas mal. Après, on en a parlé, le prix au mètre carré. Après, parfois, il y a des agents immobiliers avec qui j'aime bien travailler ou des chasseurs voilà, qui trouvent des très bonnes affaires. Donc, je sais que lui, quand il m'envoie un message, c'est tout le temps une bonne affaire parce que voilà, on a passé beaucoup de temps avec eux, on leur a expliqué exactement ce qu'on cherchait. Et quand ils envoient un message, tac, on sait que c'est bon. Donc, on va voilà, commencer à éplucher, demander tous les documents possibles, des photos, du visuel. On va demander à nos prestataires ou nos agents locaux de se déplacer, faire une visite virtuelle, des photos, des vidéos. Et à partir de ce moment-là, quand on a toutes les informations nécessaires, là, on peut envoyer à nos clients et leur dire, voilà, une bonne affaire, allez, tu peux y aller. Oui, parce qu'en fait, le défi, c'est que voilà, je pense que c'est pas non plus très compliqué de trouver des prix qui sont au-dessus du mètre carré moyen, tout simplement parce que c'est une moyenne. Et en fait, j'imagine que tout le challenge, c'est de dire est-ce que c'est une décote, on va dire, qui est anormale, ou en fait c'est une sorte de défaut de marché, hein, comme on sait que c'est pas du tout complètement liquide l'immobilier, ou est-ce que c'est une décote qui est tout à fait expliquée par des travaux à faire ou des choses comme ou un DPE qui est catastrophique. Donc voilà, j'imagine que c'est un peu le défi, une fois que vous voyez un prix au mètre carré un peu plus bas, de dire ok, est-ce que c'est justifié ou pas ce mètre carré plus bas, et si c'est pas justifié, dans ce cas-là, ça devient une bonne affaire. Est-ce que c'est un peu ça le raisonnement, ou c'est plus compliqué encore? C'est ça, oui et non. En fait, on va vérifier voilà, le prix au mètre carré, comme je l'ai dit, ça c'est sûr et certain. Mais après, les travaux, les dépenses à venir dans la copro. Et quand il y a une anomalie, Ouais. parfois, il faut savoir pourquoi aussi. Parce que parfois, on a oublié de nous dire qu'il y a des travaux de toiture qui ont été votés 5 fois, mais qui ne sont pas encore passés. Finalement, il y a des squatteurs au deuxième étage qui sont là depuis plusieurs années aussi. Il y a beaucoup d'impayés dans la copropriété aussi. Donc, parfois, vous avez des frais d'avocat aussi. Ok. Donc, quand tu as des frais d'avocat sur une quinzaine de lots, sur 100 lots, on va dire, là, tu vas avoir des dépenses supplémentaires, tu vois. Ok. Donc, parfois, tu as des trucs encore supplémentaires que tu n'avais même pas vu. Donc, ça, tu peux le voir que dans les PV d'AG ou parler au vendeur directement, le marchand bien qui le revend. Donc, il y a plein de choses à savoir comme ça. D'accord. Est-ce que pour toi, qui vois beaucoup d'investisseurs, et puis tu investis à titre perso aussi, est-ce qu'il y a un point commun entre tous les investisseurs qui font des bonnes affaires? Au début, tout le monde veut de la rentabilité. Ok. Donc, on est focus sur ça, ce qui est normal, hein, parce que ça va être les revenus qu'on va générer tous les mois ou tous les ans. C'est important d'avoir quelque chose d'autofinancé pour moi, donc ça va nous coûter 0 ou avoir un minimum d'effort d'épargne si on veut enchaîner les opérations. Mais il ne faut pas rester bloqué sur ça. La question, c'est où est-ce que je veux investir déjà? Je vais investir à Paris. Si je vais investir à Paris, c'est sûr, je ne vais pas avoir beaucoup de rentabilité. Je vais investir en région, dans quelle ville? Pourquoi? Et dans quel but? Est-ce que je veux enchaîner les opérations? Est-ce que je vais en faire 1, 2, 3? Est-ce que je veux diversifier le type d'investissement? Je vais investir d'abord dans un appartement, après dans une coloc, après dans un immeuble, après dans un local commercial. Donc tout ça, c'est une stratégie à mettre en place. Ok. Parce qu'au début, quand on veut investir, généralement, ça a toujours un appartement en cœur de ville, autofinancé. Ce qui est normal, on se lance. Mais après, on a envie de diversifier, on a envie d'aller dans plusieurs villes et voir un peu ce qui se passe.
Le but, bah, voilà, c'est de jamais mettre ses œufs dans le même panier. Mais voilà, il faut être dans plusieurs villes, il faut sortir de sa zone de confort. Et c'est comme ça qu'on a envie d'enchaîner et bah, voilà, se dépasser un peu, quoi. Ok. Aujourd'hui, vous avez accompagné combien de clients au total? Aujourd'hui, on arrive à faire une centaine de transactions par an. Ok. Donc depuis 6 ans, bon, on va dire que vous êtes à 500 globalement. Ouais, un truc comme ça, ouais. Donc 500, peut-être du coup, ouais, 500 transactions. C'est quoi la plus belle affaire que vous ayez jamais faite pour un client? Alors, les plus belles affaires, ça peut être par exemple un bien dans Paris à moins de 7 000 euros. Ok. Ça, c'est vraiment pas mal. Ça peut être aussi, par exemple, un autre exemple que j'ai à Marseille, au Vieux-Port. Bel appartement à moins de 3 000 euros. Tu vois, des choses comme ça. Après, on a... Sur ces exemples-là, comment t'expliques, comment ça s'est expliqué comment tu trouves un bien, comment ça s'est fait, un bien à Paris à moins de 7 000 euros du mètre? Ben, en ce moment, avec les taux qui sont très élevés, on arrive à avoir des belles décotes. Parfois, il y a des biens qui peuvent traîner. Ça paraît court comme ça, mais ça peut traîner 10 jours, 15 jours sur le marché. Et pendant ces 10-15 jours, on a le temps voilà, d'aller visiter, prendre des infos, bien vérifier les travaux, bien budgéter et se positionner. Donc, généralement, ça va être au prix, hein, ou une toute petite négo, parce qu'il est déjà super intéressant. Et là, on va pouvoir se positionner. Ou parfois, encore une fois, un bien qui traîne depuis des mois. Quand un bien traîne depuis des mois, personne ne le veut, généralement. Et là, on va pouvoir y aller directement. Ou sinon, un bien qu'on a directement par notre réseau en off-market, qui est au prix directement. Donc là, on l'envoie à nos investisseurs. Okay. On dit, voilà, t'as pas le choix, prends-le, parce que je t'assure qu'il n'y en aura pas d'autres tout de suite. Ouais. Donc là, il faut y aller aussi. Et parfois, voilà, dans d'autres villes, hein, tu peux aller... j'ai un exemple, j'avais une cliente qui avait un tout petit budget, un budget de moins de 100 000 euros. Elle a 24 ans. Donc, c'est quand même pas mal de se lancer à 24 ans dans un investissement. On a été au Havre, on a acheté un petit bien. Il a coûté 85 000 euros, si je me rappelle bien. Okay. Et on a 7,5 net. On n'est pas loin de la gare. Le bien, il était en super mauvais état. Okay. Là, il y avait des gros travaux à prévoir. Franchement, il ne donnait pas envie, hein, quand tu le voyais. Et là, on a rénové, c'est une pépite. Hein. Il est magnifique, on a fait une belle décoration, on a mis des bonnes ventilations parce qu'il était super humide. Franchement, tu touchais le mur. Franchement, tu pouvais prendre ta douche direct avec. Hein. C'est le genre de bien où tu crées de la valeur. Ouais, voilà. Mais voilà, des biens comme ça, c'est des biens qui ne donnent pas envie. Hein. Mais quand tu les vois, tu te dis, voilà. Et vu le prix, d'avoir parfois tu leur proposes un truc qui ressemble à rien et tu leur dis si vas-y, il faut y aller. Oui, ça peut faire peur. Hein. Quand tu les vois, tu te dis c'est quoi ce truc, enfin, pourquoi je vais acheter ce taudis? Mais c'est vrai que parfois des taudis peuvent être transformés en petits bijoux, surtout des petites surfaces comme ça, humides, dans des villes qu'on ne connaît pas. Ça donne pas envie, mais finalement, c'est très cherché. Tu peux avoir un petit studio finalement qui peut être transformé en T2. Tu mets des bonnes ventilations, tu isoles bien, tu mets du bon double vitrage, une bonne décoration, tu le rafraîchis bien. Généralement, tu as des biens qui sont de mauvaise qualité autour. Ton bien, voilà, tu vas le louer plus cher en plus que les autres. Et voilà, tu vas remonter. Hein. Tous les étudiants le voudront, des couples, des jeunes cadres. Ils vont se dire, bon, moi je le veux. Je veux ce bien qui est propre, bien placé, et tu loues rapidement. Ok, et toi, à titre perso, c'est quoi ton plus beau coup? Moi, j'aime bien ce coup là à Paris, là, où j'ai fait 50% en 10 ans. Après, voilà, j'ai fait d'autres investissements aujourd'hui que je n'ai pas revendus. Donc, c'est des bons coups. Voilà, j'enchaîne des opérations tous les ans, hein, j'arrive à en faire plusieurs. C'est des bons coups, mais je ne les ai pas encore vendus. Okay. Donc, voilà. sais pas encore exactement quel point c'est des bons coups. La perf, elle se verra voilà, à la revente. Mais est-ce que ça peut être aussi des bons coups en termes de renta, tu vois, des biens? Oui, c'est. Moi, j'ai tout type d'investissement. J'ai du patrimonial, de l'équilibré et forte rentabilité. C'est bien de diversifier un peu tout. Un peu préféré ou pas comme type d'investissement? Tout est bien. Au début, j'ai commencé par la forte rentabilité et après, je me suis un peu calmé avec du patrimonial et de l'équilibré. Moi, j'aime bien faire un peu tout, de la location courte durée, du studio, de l'immeuble, du local commercial. Voilà, tout
tout fonctionne. Après, il y a des hauts, des bas, hein, des moments de gestion un peu compliqués. Hein. Pendant 3-4 ans, ça a bien tourné. Après, il y a un petit moment de crise, il faut faire un peu de travaux. Le gestionnaire, il part à la retraite, il faut trouver un autre. Voilà, il y a toujours quelque chose, il faut changer l'ameublement, le locataire part. Mais voilà, après, ça revit, ça repart et on repart sur un nouveau cycle. Ok. Et justement, on parle beaucoup de bonnes affaires, donc ça peut faire envie. Mais est-ce que aussi il y a des fausses bonnes affaires sur le marché? Malheureusement, oui. On a beaucoup voilà, de clients qui nous disent, voilà, moi j'ai acheté ce bien, j'avais fait mes calculs, il était autofinancé, j'avais du cash flow positif, mais finalement, ils ont un effort financier énorme, ils l'ont payé super cher, ils ont mal budgété les travaux, ou même, voilà, ça arrive aussi, hein, parfois, il y a des artisans qui ne donnent même pas suite. Donc, tu as fait un virement, tu n'as plus de nouvelles, tu as perdu 20-30 000 euros, en plus, tu es fait financer ça par la banque. Donc voilà, c'est un peu compliqué. Il y a aussi le Pinel, hein. On vient souvent sur le Pinel, mais voilà, des gens qui ont acheté sur la même zone un immeuble qui a été construit, tout le monde a acheté au même endroit au même moment et vont tous revendre au même endroit au même moment. Hein. Okay, ouais. Donc au mieux, ils revendent au même prix, et sinon, ça a de la moins-value. Donc malheureusement, il y a beaucoup de mauvaises affaires. Avant d'acheter, voilà, faut se renseigner, c'est important. Y en a qui se lancent seuls, ils ont bien raison, mais faut toujours vérifier, ou sinon, voilà, demander de l'avis à un expert, bien s'entourer. Pour le premier, sinon, voilà, passer par un professionnel. Vous voyez comment ça fonctionne. Et après, si vous allez vous lancer seul, vous lancez seul. Mais c'est vrai qu'il faut voilà, beaucoup de temps et beaucoup d'expertise, parce que l'immobilier, c'est ouvert à tout le monde. Nous, c'est pour ça qu'on a lancé cette boîte, en fait. Hein. Okay, ouais. Parce qu'on s'est rendu compte que le but, c'était voilà, de démocratiser un peu pour tout le monde l'investissement locatif. Aujourd'hui, tout le monde peut se lancer dans l'immobilier. Tout le monde connaît quelqu'un qui a investi dans l'immobilier. Mais on connaît aussi tout le monde quelqu'un qui s'est bien planté dans l'immobilier. Et on n'a pas envie de reproduire ça. Et voilà, le but, c'est d'avoir des gens qui font des bonnes affaires sur le long terme, qui sont contents, qui voilà, s'arrachent pas les cheveux. Ouais. Parce que sinon, on peut avoir des cheveux blancs rapidement. Hein. Ouais. Je veux bien te croire, on a eu pas mal d'invités, hein, et c'est le même son de cloche. C'est que ça a des grandes vertus, l'immobilier, mais ça peut être aussi très stressant. Tu en as parlé, hein, sur les problèmes de gestion, avec des locataires, des choses comme ça. Il y a toujours des histoires vraiment horribles où ça peut se transformer en cauchemar. Après, c'est comme tout, un risque-rendement, hein, c'est comme partout. Donc c'est sûr que c'est un sujet. C'est quoi, moi, en tant qu'investisseur, je vais regarder, je prends bien, c'est quoi la pire erreur que je peux faire qui peut transformer une bonne affaire en une affaire catastrophique? Le problème dans l'immobilier, c'est que ça peut très vite tourner au désastre. Très, très vite. Déjà, ne mal acheter. Ne pas vérifier les travaux à prévoir, mal budgéter les travaux, avoir un mauvais artisan, même parfois quand on a négocié avec l'achat avec le notaire, mal négocié le temps de la réitération, parce que parfois on n'aura pas le temps d'avoir un bon financement. Donc parfois on peut louper son bien, c'était une bonne affaire mais on ne l'aura pas. On peut verser un dépôt de garantie mais finalement on n'arrive pas à avoir la lettre de la banque à temps pour son financement qu'on n'a pas eu, donc on va devoir perdre ce dépôt de garantie. On en revient sur les travaux. Un artisan finalement qui ne donne pas suite, avec qui on a fait un virement. On peut mal meubler, mal faire les travaux. Donc parfois ça peut être fait, mais ça peut être mal fait. Donc on va revenir dessus plusieurs mois après ou plusieurs années après. Donc ça, on se rend compte plusieurs années après que finalement c'était une mauvaise affaire, ou on a mal géré l'opération. Et encore pire, parfois on fait tout bien et à la fin, on va faire entrer un locataire qui va ne pas être payeur, et en plus à qui on a appelé mauvaise garantie. Moi, j'ai déjà entendu un gestionnaire une fois, heureusement, on n'a jamais bossé avec eux, mais qui a fait rentrer un locataire sans garantie. Ah oui, ok. Il fait oui, mais j'avais personne d'autre. C'est mieux d'attendre 1-2 semaines en plus, avoir un bon locataire que quelqu'un potentiellement qui ne peut pas payer. Donc le locataire est rentré, il n'avait pas de garantie, il a payé son premier mois, le deuxième mois il a pu payer, il n'a plus envie de payer, pour le sortir, bon courage. Hein. Ouais, c'est ça qui est vraiment galère, c'est que si la personne décide de ne pas te payer, même si dans les lois tu peux peut-être
le sortir, etc. S'il sort pas, enfin, concrètement, et qu'il paye pas, tu perds des mois de loyer. Voilà, on peut toujours sortir un locataire, mais il faut se lancer dans des procédures. Ouais. Donc, il faut prendre une garantie. Ça peut être une garantie physique, ça peut être une garantie visuelle. Mais voilà, il faut toujours prendre une garantie. Ça peut être une garantie loyer impayé. Donc là, c'est l'assurance qui va se porter garant pour le locataire. Même maintenant, aujourd'hui, on a des garanties qui peuvent être payées par le locataire. Ça, c'est encore mieux. Donc, son cash flow est encore moins impacté. Nous, on le fait souvent, ça, dans des grandes villes. Ça marche toujours. Hein. De toute façon, un bien qui est beau, qui est bien positionné et qui est au bon prix, le locataire qui le veut, il va payer sa garantie loyer impayé. Hein. Nous, on a des bons partenaires avec qui on bosse. Ils vont tout vérifier. Ils vont vérifier que le locataire, il a la capacité financière de pouvoir bien payer. En gros, ça veut dire quoi? Qu'il a de l'argent sur son compte. Hein. Parce que parfois, ça arrive d'avoir un bon dossier, mais finalement, l'assureur, il m'appelle, avec qui on a l'habitude de bosser, il me dit, celui que tu essaies de faire rentrer là, ça fait 8 mois qu'il est en découvert, qu'il est en galère, ne le prends pas, quoi. Parce que tu vas te retrouver bientôt en impayé, même si il est de bonne foi, quand tu peux pas, tu peux pas. Tu vois non, mais c'est intéressant. Je pense que le point un petit peu pour éviter de faire la mauvaise affaire, c'est de raisonner en termes de risques et de bien comprendre tous les risques que tu peux avoir sur l'immobilier pour les limiter au maximum. Je pense qu'on les a cités, mais on peut peut-être faire un petit récap. Je me lance et tu me dis si j'en oublie. Je te dis un vrai ou faux. Mais globalement, c'est le premier risque, c'est potentiellement acheter trop cher. Et donc, si tu achètes trop cher, forcément, tu peux faire une moins-value si tu veux le revendre. Ou mal acheter aussi, hein, parce que ça on oublie, mais le moment où on va acheter son bien, c'est de la négociation sur l'acte authentique. Donc la promesse, c'est un contrat. Hein. Okay. Donc là, on va pouvoir négocier plein de choses. Et il y a plein de choses qu'on peut ajouter en caution suspensive. Okay. Donc ça, c'est important de négocier. Okay. Tu vois, des dates de réitération. Donc ça va nous permettre de pouvoir négocier un meilleur taux avec une banque ou un courtier. Si on est limité dans le temps, on va être pressé, pressurisé, stressé. Donc là, on ne pourra pas avoir les meilleures conditions. Okay. Donc le temps de réitération et plusieurs conditions. Par exemple, j'ai un exemple, on avait signé un bien avec un client. C'est un bien avec un client qui était en DPE-F. Okay. Et le propriétaire devait faire les travaux de rénovation énergétique lui-même. Donc on a négocié qu'il fasse lui-même et qu'il soit en D. Donc on l'avait mis en condition suspensive, qu'il fasse ses travaux, qu'il nous présente les factures et qu'il nous présente un nouveau DPE. Okay. Donc ça, du coup, avant la réitération, avant l'acte authentique, avant de signer le bien, il nous a présenté tous ces documents. Et si jamais s'il n'y avait pas ces documents, c'était caduc, on pouvait annuler. Tu vois. Mal acheter, c'est acheter avec des conditions qui ne sont pas avantageuses pour l'acheteur. Parfois, il y a rien à négocier, hein, parce que finalement, tout roule. Mais parfois, il y a beaucoup de choses à négocier. Okay. Parfois, c'est une bonne affaire parce qu'on a réussi à négocier toutes ces choses-là aussi. Okay. On sait que on est lancé sur une affaire qui va être bonne à condition de tout ça. Tu vois, parfois tu peux payer un peu cher, mais tu as toutes ces conditions derrière. Je fais un autre exemple. On est en train de signer un immeuble là en ce moment à Lens pour un client aguerri qui a déjà fait plusieurs investissements avec nous. Donc, qui veut un bien avec de la rentabilité. Tu vois, lui, il a fait le contraire. Il a commencé avec du patrimonial et il a augmenté de plus en plus avec la rentabilité. Et là, on a négocié que le vendeur refasse la toiture. Tu vois, il y avait des infiltrations, il y avait même des problèmes d'infiltration au niveau du rez-de-chaussée aussi, dans les caves. Donc ça aussi, ça a été négocié et on a négocié en condition suspensive qu'il le fasse. Et du coup, on a même négocié un montant de travaux qui avait été budgété pour nous au début. Donc on avait, si je me rappelle bien, je crois pour 28 000 euros. Okay. Et finalement, on a augmenté notre enveloppe d'achat de 28 000 euros. Okay. Mais du coup, c'est un stress en moins. Parce que nous, on sait qu'on achète un bien qui arrive de bonne qualité. Il est déjà loué. Donc en fait, on a négocié aussi un nouveau bail aussi. En plus. Donc en condition suspensive, on a négocié un nouveau bail au rez-de-chaussée parce que c'est un local commercial. Et la toiture à refaire. Et après, au-dessus, il y a des biens à refaire avec travaux. Donc ça, on s'en charge. On a l'habitude. C'est le DPEG. Ça, on va s'en occuper. Mais du coup,
la toiture, l'extérieur et l'intérieur, les problèmes d'humidité, ça sera réglé, ça sera sec. Et là, on pourra du coup enchaîner au moment où on aura acheté le bien sur les travaux en étage, tu vois. Okay, donc il y a plein de choses qui peuvent être faites et modulées au moment de la promesse. Et ça, les gens, ils connaissent pas, c'est normal. Ouais. Hein. Moi aussi, je connaissais pas. La première fois que j'ai signé mon bien, clairement. j'ai lu, j'ai dit ah ok c'est bon, le prix, la date, tu vois. Ouais. Mais il y a plein de choses que tu peux négocier. C'est ça qui est fou au moment de la promesse. Transformer une affaire normale en bonne affaire. C'est ça. Moi, cet immeuble, franchement, au début, c'était pas mal. Mais après, on a négocié ça en plus. Voilà, c'était des négociations qui ont duré 3 semaines avec l'agent immobilier, pas mal d'échanges de mails. Et on a réussi à obtenir ça en plus, tu vois. Okay, ouais. Donc, au début, déjà, on a négocié le prix. Et après, on a finalement augmenté. Mais finalement, moi, j'avais budgété ça même un peu plus. Et lui, il nous a fait à ce prix-là. On a dit, allez, ok, on y va, quoi. Okay. Tu vois. Ok, je vois. Donc, oui, donc sur les risques, on a mal acheté, comme tu viens de le dire, acheté trop cher potentiellement. Ensuite, il y a toute la partie travaux qui, je pense, c'est quand même un risque hyper important quand on investit et qu'on pense faire une bonne affaire. C'est peut-être négliger le coût des travaux. Comment on fait pour trouver un bon artisan et être sûr que quand on budgète, on ne va pas complètement exploser le budget? Il faut se faire recommander. Okay. Pour moi, un artisan, c'est que de la recommandation. Quelqu'un en qui on a confiance. Moi, tous les gens avec qui je bosse, c'est des gens avec qui j'ai confiance. Même les agents immobiliers, même les chasseurs locaux que j'ai, les notaires, c'est des gens de confiance parce que malheureusement, il y a beaucoup de gens qui veulent bosser vite et voilà, qui s'en foutent un peu, quoi. Ouais. Donc, quand tu es bien recommandé, quand tout va bien, enfin, en gros, quand tu as ta chaîne de partenaires, quand tout est bien fait, ça se passe bien. Ok. Mais parce que si on se place plutôt dans la peau d'un investisseur particulier, on sait qu'on pourrait lui donner, c'est plutôt de demander s'il a des investisseurs autour de lui qui ont fait des investissements, leur demander s'ils ont eu des artisans qui étaient de qualité. C'est ça globalement ce qu'on peut. Oui, voilà, moi je veux investir à côté de chez moi. Je demande à tous mes amis, ma famille, est-ce que tu as un artisan avec qui tu as bossé? Tout le monde connaît un artisan avec qui on a bossé. Ouais. Parfois, malheureusement, il ne fait pas tout corps de métier, mais cet artisan, il connaît un autre artisan. Okay, En tout cas, si on a confiance en cet artisan, il connaît un autre artisan en qui il a confiance, et lui pourra nous recommander cet artisan avec qui on a travaillé. Et malheureusement, parfois, on a envie de budgéter avec plusieurs artisans. Donc, on aura pris cet artisan, mais on va pas demander à cet artisan notre artisan, parce qu'il le connaît. Donc, du coup, il faudra demander à un autre groupe d'amis ou une autre recommandation. Après, parfois, on peut chercher soi-même une société qui est, qu'on ne connaît pas, qui va bien travailler. Hein. Je ne dis pas que tout le monde travaille mal, mais souvent, c'est avec les recommandations quand même que ça se passe le mieux. Il faut faire plusieurs devis ou pas, obligatoirement? Nous, on fait toujours plusieurs devis. Après, voilà, c'est des artisans qu'on connaît maintenant. Donc, on n'a plus trop besoin de le faire. Mais ce que je recommande surtout, c'est de prendre un artisan local dans chaque ville. Donc moi, j'investis à Saint-Étienne, je prends un artisan de Saint-Étienne. Je prends un artisan de Paris à Saint-Étienne, même s'il y a des bons prix à Paris, il aura des frais supplémentaires pour aller à Saint-Étienne. Après, je vais quand même changer d'avis dans ce que je dis, mais parfois pour des gros travaux, c'est vrai que parfois on peut prendre un artisan qui vient de Paris pour aller à Saint-Étienne ou même de Saint-Étienne pour aller à Paris, qui a l'habitude de travailler avec lui, parce que quand c'est des gros travaux, de grosse ampleur, par exemple plus de 100 000 euros, là c'est vrai qu'ils vont faire un effort sur les petites dépenses. Et pour refaire une salle de bain ou quelque chose à 10 000 euros, il faut mieux prendre quelqu'un de local. Ok. Et est-ce que toi tu recommandes de plutôt prendre différents artisans, un artisan qui va s'occuper de ça et gérer tous les artisans toi-même, ou plutôt de prendre un contractant général qui s'occupe de tout? Je sais pas si tu connais Little Worker par exemple. Ouais, je connais. Tu penses que c'est une bonne solution ça? Pour moi, tout dépend en fait. Si tu vas suivre le chantier tous les jours, tu peux prendre plusieurs artisans et les manager tous les jours, donc tu seras le maître d'œuvre. Par contre, si tu fais ça à distance et tu comptes y aller une fois par semaine, une fois par mois, là, il faudra quand même quelqu'un qui va gérer tous ces artisans. Parce que sinon, tu auras 20 personnes à gérer ou 10 personnes à gérer, c'est impossible, tu vois. Surtout qu'il faut, le moment où tu vas poser le placo, faire venir l'électricien, donc il faudra le gérer en même temps. Peut-être les deux, ils vont pas s'entendre. Donc c'est vrai que si tu es à côté pour gérer, ça va. Sinon, il faut un maître d'œuvre sur place qui va gérer tous les artisans.
Ok. Nous, aujourd'hui, on a ça chez Investisseur Ancien, on a un maître d'œuvre qui va gérer plusieurs types d'artisans. Donc en gros, on a l'impression qu'il y a une seule société, Ouais. mais finalement, dans cette société, il y a l'électricien, le maçon, le plombier, le plaquiste, Ouais, ok. le peintre qui va gérer chaque étape, tu vois. Très clair. Écoute, on a fait donc le risque de mal acheter, d'acheter trop cher, comment on gère le risque travaux pour éviter de se retrouver avec des travaux qui durent soit trop longtemps, soit qui explosent le budget, etc. Je pense qu'il y a un autre risque qu'on peut adresser, qui est la vacance locative. C'est potentiellement pas réussir à trouver de locataire. Je pense que c'est vraiment quelque chose en plus qui fait très peur à la plupart des gens. C'est dire, ok, j'ai mon bien, mais si je ne loue pas, j'ai une mensualité de crédit, je suis pris à la gorge, quoi. Comment tu vois ce risque et comment tu le minimises au maximum? C'est très important d'investir dans des zones où il y a du monde, en gros. Parfois, on peut investir dans des zones où il y a un peu moins de population, mais où il y a de la demande locative. Par exemple, j'ai investi en cœur de Paris. Bon, ça, on publie, c'est loué dans la journée. J'ai investi dans une ville de plus de 100 000 habitants en cœur de ville. Ça sera loué aussi très rapidement. J'ai investi dans une petite commune. Là, plus la commune est petite, plus il faudra investir en centre-ville, en gros. Okay. Par exemple, je peux investir dans une périphérie de grande ville. Il y aura toujours une tension locative. J'ai investi dans un petit village. Là, il faudra investir dans du prime de ce village. Parce que sinon, il y aura beaucoup de demandes. Okay. Après, parfois, il y a des anomalies de marché. Tu as un petit village, une petite commune où il y a une tension locative qui est gigantesque parce que il y a une usine à côté, il y a beaucoup d'entreprises où les gens ne peuvent pas acheter de biens. Ok, des villages frontaliers en Suisse ou voilà, des choses comme ça. Il y a beaucoup de villes côté suisse, proche suisse, où on a investi. Et là, c'est vrai que ça se louait très rapidement et on avait beaucoup d'expatriés qui venaient vivre en France. Okay. Par exemple, on a les 3 frontières en Suisse, donc tu as Allemagne, Suisse, France. Là, ça marche super bien. Là, on a beaucoup investi là-bas. Beaucoup fait investir nos clients là-bas. Ouais, ok. C'est intéressant. Ouais. Ok, donc oui, c'est important quand même. Est-ce qu'il y a des façons en fait de vérifier la tension locative d'un endroit avant d'investir pour être sûr que mon bien va être loué, parce que ça peut être quelque chose qui est assez dur à définir. Comment vous arrivez à le définir chez Investisseur Ancien? Alors déjà, pour l'open source, il y a des baromètres quasi sur Internet. Okay. Après, on peut faire des tests sur Le Bon Coin. Okay. Tu fais un test tout simplement, tu mets ton bien à louer à tel prix, tu fais une fausse annonce en gros, et là tu vas avoir des demandes ou pas. Si tu n'en as pas, c'est qu'il n'y a pas de demande. S'il y en a, c'est que tu vas voir, tu as un coup, c'est intéressant. Ok. À partir de combien de demandes sur la semaine tu te dis ok, il y a quand même de la tension locative? Si t'as pas de demande le premier jour, c'est que c'est mort. Ah ouais. Si t'as 0 demande le premier jour, pour toi c'est... Si t'as une demande par jour, c'est que t'as une petite demande. Si t'as 4-5 demandes tous les jours, c'est qu'il y a une tension locative. Ok. Donc t'investis pas si t'as moins de 3 demandes par jour. Après, tout dépend de l'annonce. Parfois, des annonces qui sont très mal écrites, avec des photos qui donnent pas vraiment envie. Okay. Là, il n'y a pas de demande. Mais tu as une photo du bien que tu vas avoir exactement. Donc, en gros, il faudrait savoir à quoi va ressembler ton bien. S'il est en travaux, nous, on sait à quoi ça va ressembler. Ouais. Bon, on a l'habitude, donc aujourd'hui, c'est des choses qu'on fait plus. Mais c'est vrai qu'au tout début, il y a 6 ans, c'est des tests qu'on faisait. Ok. Oui, globalement, aussi, un conseil, c'est si ton bien, il est plus beau que les autres et il donne plus envie, tu fais des meilleures photos, tu as une meilleure description, etc., il y a un marché quasiment de location partout. Il faut juste réussir à être le plus vendeur. Faut pas être le plus cher et faut pas être en bas de marché, quoi. Faut être prix moyen. Si tu es plus cher, c'est pourquoi tu es plus cher. Tu as peut-être un bel immeuble, tu es peut-être bien placé, tu as peut-être des prestations qui sont meilleures que les autres. Donc là, ça se justifie. Mais il y a un prix de marché pour tout. Est-ce que pour un locataire, tu vois, ça se ressent d'avoir un bel immeuble ou une belle copro? Tu vois, tu te dis, ouais, mais moi j'ai le plus bel immeuble de Marseille. Est-ce que tu penses que tu peux le répercuter dans ton prix de location? Ça se justifie. Donc, à Marseille, tu as pris un bon exemple parce qu'à Marseille, il y a beaucoup d'immeubles qui sont en très mauvais état. Okay. Donc, tu as un immeuble qui a été ravalé, qui est nickel, avec une rue qui a été restructurée parce qu'il y a restructuré même les rues à Marseille. Donc, tu as tout ça qui a été fait. Bon, tu peux louer plus cher ton bien, ce qui est normal. En même temps, ça t'a coûté quand tu es propriétaire. Ouais. Ou quand tu vas l'acheter, on en parle du premier mètre carré, ça t'a coûté plus cher. Mais en tout cas, tu pars sur de bonnes bases. Okay. Donc là, c'est sûr que tu vas le louer plus cher. Ouais, c'est juste que je me dis, moi, tu vois, quand je cherche un appartement à louer,
Après, c'est pas forcément pour y rester très longtemps. Ouais. Mais c'est vrai que je regarde les 3 premières photos, est-ce qu'il est beau, et je vais regarder le prix. Et globalement, tu vois, je vais pas regarder est-ce que la copro elle est belle, est-ce qu'il y a un bel escalier et tout. Donc c'est ça que je me demandais, est-ce que c'est un truc où sur le marché c'est intéressant de se dire oui, mais je vais le louer plus cher parce que j'ai un bel immeuble. Est-ce que tu vas réussir à répercuter le prix et quand même avoir de l'attention locative? Bah, les gens vont quand même demander l'adresse. Ok. Donc, tu es dans une rue qui est pas superbe. Toi, tu Oui. as regardé, le prix, mais tu vas pas y aller. Par contre, je t'ai mis des super photos, je t'ai même mis des photos de la façade et des parties communes, et tu as une super adresse, je vais y aller. Ouais, Tu vois? Après, même si l'adresse, on va dire, est moins bonne, mais la qualité des prestations et de l'immeuble sont bonnes aussi, tu voudrais y aller. Ok. Et encore une fois, si tu es bien placé, tu as des transports à côté, tu es étudiant, tu as ton université qui est proche, ton école qui est proche, ou tu as des intérêts qui sont proches, ben tu vas y aller. Ok. Tu vois? Ouais. Est-ce que tu as aussi des petites techniques pour maximiser l'attrait de ton bien? Je sais pas, tu vois, où tu crées de la valeur, où tu vas dire, tu vas payer 10 euros un abonnement Netflix, je sais pas, par mois, et ça va te permettre de louer 50 euros de plus par mois, parce que les gens ils disent, ah, trop bien, genre Netflix, tu vois, où tu donnes une prestation un peu plus luxe, et du coup, tu arrives à mieux louer. Est-ce qu'il y a des petites stratégies comme ça qui peuvent être intéressantes à mettre en place? Alors ça, le Netflix, ça marche pour le Airbnb, pour la location courte durée. Ok. Pour la location courte durée, il faut vraiment tout donner. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de professionnels. Il y a des super décos qui sont faites et tout. Donc, pour un décorateur d'intérieur. Pour la location meublée, bah, du coup, il faudra bien meubler, bien décorer. Ça, c'est des petites dépenses. Et pendant les travaux, par contre, bah, voilà, mettre quelque chose de joli, qui donne envie. Genre un exemple, tu peux mettre une porte à galandage. C'est beaucoup plus agréable qu'une porte qui s'ouvre comme ça, qui est beaucoup plus grande pour un petit espace. Donc, c'est plein de petites choses quand tu vas faire les travaux, quand tu vas repenser les espaces de ton appartement qui vont faire que ton appartement va être agréable à Oui. vivre. Tu vois? Parce qu'en plus de trouver des locataires, ce qui est intéressant, c'est qu'il reste longtemps. Et donc, C'est si ça. l'endroit est agréable. Plus il va être agréable, plus il va donner envie aux gens d'y vivre. Et du coup, plus tu pourras louer plus cher et moins tu auras de vacances locatives. Ok, super. On passe moi, au dernier point que j'ai en tête sur le risque, qui est, on a parlé un petit peu les impayés. Est-ce que la solution, bon, on va parler un petit peu, mais c'est les garants, où tu peux prendre une garantie loyer impayé. Il y a la garantie Visal aussi qui semble super intéressante. Est-ce que ça marche bien, la garantie Visal par exemple? La garantie Visal, ça marche. Par contre, il faut faire attention. Donc, j'ai un loyer qui est à 1000 euros, 00, charges comprises. Ok. Si j'ai quelqu'un qui m'envoie une garantie Visal où il a 999,99, faut pas le prendre. Ah ouais? Ouais. Ok, Il faut que ce soit jusqu'à 1000 euros. Enfin, le montant du loyer. ok, Donc d'accord. ça, c'est très important. Ok, Sinon, c'est pas couvert. ok. Pour rappeler, la garantie Visal, c'est un... C'est une garantie qui est par l'État. Donc, c'est l'État qui se porte garant pour un jeune ou pour quelqu'un qui n'a pas de garantie physique ou qui n'a pas les moyens de payer une garantie loyer impayé. Donc, c'est l'État qui va se porter garant. Comment il va vérifier? Il va vérifier son dossier et en cas d'impayé, on peut demander à Visal de nous payer. Ok, Voilà. Et généralement, Visal, ça marche bien. ok, d'accord. Bon, bah, est-ce que tu vois d'autres risques, toi, dans l'investissement immobilier qui pourraient transformer une bonne affaire en une très mauvaise, ou on a un peu fait le tour? Je crois qu'on a fait le tour. Hein. Ok. Voilà, après, il n'y a pas que des risques, hein, mais c'est bien en tout cas, de tous les connaître, comme ça, tu peux pas trop te faire avoir. Après, je pense qu'il y a potentiellement d'autres risques, mais tu les as aussi mentionnés, hein, c'est les gros travaux dans la copro qui peuvent arriver, t'as pas prévu, et en fait, t'as 15 000 de plus à mettre parce que c'est un ça. ravalement de façade. Après, on a aussi des bonnes surprises. Hein. Ouais. Comme on a parlé tout à l'heure, une rue qui change, un quartier qui change, un TGV, un supermarché qui arrive à côté, une université qui s'ouvre à côté. Ouais. Par exemple, à Roubaix, ils ont ouvert l'école de commerce qui marche, qui est proche de Lille. Voilà, ça a changé de quartier. Hein. Ouais. Aujourd'hui, ça a expliqué tout autour. Ouais, ça change tout, ouais. Il y a plein de locations qui ont été faites. Des rues qui deviennent piétonnes. Par exemple, à Marseille, la rue dont je t'ai parlé. Ça, c'est des choses qui changent et qui font grimper le prix de ton bien. Super. Donc, c'est important de regarder ce qui se passe dans la ville, comment ça va changer, comment ça va être relié, quel type d'entreprise il y a aussi. Parce que parfois, des entreprises sont délocalisées dans une ville et boum, il y a beaucoup plus de monde. Quoi. Ouais, clairement. Du coup, la question aussi, une question que je pourrais te poser, c'est, on a parlé pas mal de bonnes affaires, c'est quoi la pire affaire, en revanche, que tu aies pu voir? C'est une très bonne question parce qu'il y a pas longtemps,
Franchement, j'ai eu le malheur de voir ça. Un investisseur aguerri qui était proche de la retraite, qui a investi dans plusieurs appartements. Donc lui, quand même, il connaissait l'immobilier dans un secteur qu'il connaît, donc dans sa ville. Il a investi dans plus de 8 appartements, donc des biens qui tournaient. Ça fait quand même plus de 20 ans qu'il est investisseur, il connaît l'investissement locatif. Et il s'est dit, je vais me lancer dans mon dernier investissement. Voilà, j'ai quand même mis pas mal de côté, j'ai pas mal d'apports, je suis encore finançable. Je vais me lancer dans un immeuble de rapport. Donc il a acheté vraiment un gros bébé, un truc que tu achètes 500 000 euros avec 500 000 euros de travaux. Donc ça fait quand même 1 million d'euros, tu vois, mais une bonne renta, un truc costaud, de 8% net en centre-ville. Donc un truc avec la belle création de valeur. Ça, c'est le truc qu'on a déjà fait, hein. Mais c'est sûr que quand on se lance seul, même quand on est investisseur aguerri, parfois, malheureusement, ça peut arriver d'avoir des surprises. Donc, il fait les travaux, tout se passe bien, tout est loué, il met du bon mobilier, il a des bons locataires avec des bonnes garanties, des visas, les garanties qu'on a payées, des garanties physiques par les parents ou par des gens qui sont solvables. Et au bout de plusieurs mois, il y a un locataire qui l'appelle, qui dit j'ai un peu d'humidité dans mon bien, donc il va vérifier, il fait venir un professionnel, il regarde, il pense que là c'est un problème d'humidité dû à la ventilation qui doit mal fonctionner, mais finalement il s'en rend compte qu'il a une mérule et le professionnel lui donne la mauvaise nouvelle, il va devoir dénuder entièrement l'immeuble et déloger tous ses locataires. Ah ouais. Donc du coup, tous ces locataires sont délogés. Le coût travaux est énorme pour dénuder. Ouais. Il décide de le faire lui-même le week-end. Il prend quand même des professionnels pour l'aider, mais il a fait quand même une partie lui-même. Et là, aujourd'hui, l'immeuble est en vente à moins de 500 000 euros. Donc déjà, tous les travaux perdus, les locataires dehors, des échéances tous les mois. Et une grosse procédure en cours contre l'ancien vendeur, parce qu'en fait, c'était quelque chose de caché, cette mérule. Donc là, j'espère... C'est quoi une mérule C'est un champignon. C'est un champignon qui se propage à cause de l'humidité. Et en fait, tu es obligé de dénuder ton immeuble et pour traiter ça. Donc ça se traite. Et quand c'est traité, après, tu as l'avis d'un professionnel qui a traité cette mérule. Et après, tu peux refaire des travaux, relouer, il n'y a pas de problème. Parce que c'est risqué pour la structure, pour les habitants, c'est risqué pour les habitants. Ok. Et aussi pour la structure, parce que tu as la mérule qui se propage partout. Donc tu as de l'humidité, ça bouffe l'immeuble, quoi. Ah ouais. Donc voilà une très très mauvaise affaire que j'ai pu voir il y a pas longtemps. Donc tu vois, au bout de 6 ans, chez investisseur ancien, je pensais avoir vu des très mauvaises affaires, mais là j'ai vu la pire catastrophe que j'ai pu voir. Tout cœur avec lui, hein. J'espère qu'il a gagné sa procédure, mais donc c'est important de tout vérifier. Et ce type de document, par exemple la mérule, c'est un document qui est demandé chez le notaire. Okay. Donc sûrement ça a été fraudé par le vendeur, ce document. Donc voilà, ça c'est des choses à faire attention, à vérifier quand on achète tout type de biens immobiliers. Heureusement c'est rare, hein. Nous on a déjà acheté des biens où il y a eu des mérules, où ils étaient dénudés par exemple. Et on a fait investir aux investisseurs, où bien sûr on avait le document, tout a été traité, et là on a pu faire nos travaux, et ça s'est bien passé, aucun problème. Ah ouais, ça doit être catastrophique, c'est terrible, parce que tu te dis, t'as déjà 20 apparts, t'approches de la retraite, et tu te mets dans une galère pas possible, ça doit être vraiment dur à gérer mentalement, quoi. Ça c'est terrible, parce que... il voulait se faire sa dernière opération pour sa retraite et bien partir tranquillement. Là, il est dans une opération finalement avec beaucoup de litiges et beaucoup de cheveux blancs, quoi. Courage à lui. C'est dur. Ok. Écoute, je pense qu'on a fait un beau tour d'horizon de comment faire une bonne affaire. On a donné pas mal de conseils aux auditeurs pour essayer de la trouver, éviter aussi d'en faire une mauvaise. Après, voilà, si certains qui nous écoutent
on la flemme, hein. Parce que voilà, comme tu as dit, ça demande beaucoup de boulot. Il y a une des solutions, c'est l'investissement clé en main et donc investir dans l'ancien. Donc potentiellement, on peut faire appel à vous, définir son projet d'investissement et ensuite essayer de faire une bonne affaire avec vous sans faire grand chose finalement en quelques heures, alors que ça prendrait des centaines à le faire tout seul. Donc s'il y en a qui sont intéressés, on mettra tout simplement le lien de la prise de rendez-vous directement dans la description. Et c'est toi qui réponds ou c'est ton associé? Non, c'est pour faire les premiers rendez-vous, c'est toujours vous qui le faites, non? En fait, nous, on a un calendrier électronique. Oui, donc ok. vous prenez rendez-vous directement dessus. Et après, il y a un conseiller qui va prendre Ouais. toutes les informations, savoir quel type de projet vous voulez faire exactement, où est-ce que vous voulez investir, est-ce que vous avez une lettre déjà de votre banque, est-ce que vous pouvez être finançable, si on peut vous mettre en relation directement avec le courtier. Quand ils seront mis en relation avec le courtier, là, du coup, on commence les recherches quand c'est validé, on signe un mandat de recherche et là, on commence à envoyer les reportings détaillés. Sur ce reporting, on a toutes ces informations. On a les dépenses, comme on a parlé des travaux, l'ameublement, les frais de notaire, nos honoraires, les dépenses des travaux sur le long terme, s'il y en a. Et vous recevez ça sous forme de reporting digital, en gros. Okay. Donc un lien. Et vous avez accès à notre marketplace. Sur notre marketplace, vous avez différents biens. Et là, tu peux tout voir directement sur la marketplace. Tu peux voir des biens dans toute la France, tout type d'actifs. Donc, ça va être une colocation, un immeuble, un appart, de la location courte durée, vraiment tout. Tout type de budget, à moins de 100 000 euros jusqu'à plus d'1 million d'euros. Okay. Et tout type de rentabilité. Nous, aujourd'hui, on a le réseau pour et on sait faire chercher des biens partout en France, des rentabilités partant au port du patrimonial de 4% jusqu'à plus de 10% de rentabilité. Okay. On sait s'occuper des travaux, on sait trouver le bon locataire idéal qui va rester sur le long terme. Pour des locaux commerciaux, des baux 369, on sait trouver des locataires aussi, négocier les baux, on a les avocats pour. On a les notaires aussi qui savent négocier, comme on a dit, toutes les conditions avant de signer la promesse pour partir sur de bonnes bases. Parce que si on ne part pas sur de bonnes bases, parfois ça ne va pas jusqu'au bout, on est un peu stressé. Donc le but, c'est de partir sur de bonnes bases, quelque chose de sain, quelque chose qui est bien budgété, avec les bons travaux nécessaires, parce que l'immobilier, quand même, c'est quelque chose qui vit, quelque chose qui s'abîme. Ouais. Donc, c'est important de voir qu'est-ce qui va être budgété. C'est que du budget à investissement locatif. Hein. Ouais. Donc, une enveloppe globale, combien ça va nous coûter en tout. Et ça, c'est des budgets qu'on respecte. On va mettre un budget de travaux qu'on va respecter et ça va être suivi dans le temps. Et nous, on va s'occuper de tout avec tout ce qui va être virtuel pour quelqu'un qui n'a pas le temps de se déplacer. Donc, il aura une visite virtuelle, des photos, des vidéos, tous les documents. Et si on demande plus, des plans, on peut lui fournir. On va lui fournir savoir quel type de meubles on va mettre, tout le mobilier, quel type de travaux vont être mis. Et tout, aujourd'hui, c'est important, tout ce qui est rénovation énergétique, comment on va améliorer la note énergétique pour arriver en minima D pour que ce soit viable sur le long terme. Et le jour où nos investisseurs veulent vendre, au moins, ils ont quelque chose de sain et quelque chose avec le minimum de questions pour le nouvel acquéreur. Parce que quand on achète, c'est vrai qu'on se pose beaucoup de questions. Est-ce que je vais pouvoir le revendre de bon prix? Est-ce que il est en bon état? Est-ce que les travaux vont durer dans le long terme? Ça, c'est des choses qu'on sait faire et des biens qui vont durer sur le long terme pour être vendus au moment de l'arbitrage, c'est-à-dire au bout de 15-20 ans à la fin du financement. Et le but, c'est d'abord en faire un. Si on peut en faire, déjà, c'est déjà pas mal. Ouais. Et après, si on peut, et si on a envie de le faire, d'enchaîner les opérations. C'est chose qu'on a fait plusieurs fois chez Investisseurs dans l'Ancien. Pour exemple, notre premier client, alors ça, c'est vraiment, j'aime bien dire la chance du débutant, mais là, c'est vrai. On a commencé avec quelqu'un qui était dans l'immobilier, qui avait 50 ans, qui faisait de l'audit immobilière. Et il a dit, moi, je veux me lancer, je veux faire un premier bien. Il a fait un appartement à Montreuil avec nous en Ile-de-France. Il a dit, moi, ça se passe bien avec vous, j'enchaîne les opérations. On dit, ok, hein, pas de problème. Et après, il a enchaîné. Il a acheté 3 immeubles. Ah oui. Et les immeubles, de plus en plus chers. Au début, un immeuble à 300 000, après un immeuble à 500 000. Et le dernier à 1,5 million. Ah oui. Bon, après, 1,5 million, il était plus endetable. Hein. Mais on est toujours en relation avec lui, ça se passe très bien. Ça fait, tous les ans, il en a fait un. Donc, ça fait depuis 6 ans, 5, 4 et 3 ans
qui est assez bien, et ça tourne bien, avec des hauts et des bas bien sûr, hein, Ouais. mais voilà, le gestionnaire gère ça. À l'époque, les taux étaient à 1%, donc c'était autofinancé avec des rentabilités qui étaient plus basses. Mais aujourd'hui, avec des rentabilités qui sont plus hautes en 2024, on arrive toujours à avoir des biens autofinancés sur le long terme. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est bien de se lancer parce que si tu achètes un bien avec un taux à 4% qui est autofinancé, quand il sera à 2 ou 1%, quand on va réussir à renégocier le taux, là, ce sera encore mieux. Ouais, clairement. En plus, c'est un bien qui est rénové, qui a un bon DPE, qui a voilà, des potentiels sur le long terme, un beau potentiel de plus-value, parce que généralement, c'est des villes qui changent. Donc voilà, c'est tout bénef, quoi. Ouais, ok. Bah écoute, merci beaucoup d'être venu dans C'est pas trop tôt. Merci à toi. Merci pour tous les conseils, je pense que ça en aidera plus d'un. Et puis voilà, pour ceux qui veulent passer moins de temps sur l'investissement immobilier et peut-être passer plus de temps en famille le week-end, vous pouvez passer aussi par investir dans l'ancien. Toutes les infos sont dans la description. Merci beaucoup. Merci à toi. À plus.